Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de la saison 3 de Prison Break. Alors, cette vidéo, il n'y aura qu'une seule vidéo sur la saison 3, je vais réussir à la faire d'un bloc tout simplement parce qu'il n'y a que 13 épisodes dans cette saison. Alors déjà, commençons par ça. Il faut le savoir, cette saison a été touchée comme plein de séries à ce moment-là par la grève des scénaristes. Alors, certaines séries ont été touchées gravement, je pense à Lost par exemple, mais qui ont quand même réussi à finir ce qu'ils avaient prévu. D'autres, ça les a touchés à la marge, je pense à Supernatural par exemple, qui avait tout de même réussi à raconter une histoire qui se tenait la route. Et certainement, la série qui a le plus pâti de ça, en tout cas de mes connaissances, c'est Prison Break. Parce que Prison Break, 22 épisodes annoncés, on s'est retrouvé avec 13. Ça a un petit peu fait tâche, on va pas se mentir. Alors, il y a déjà une chose que je voudrais rectifier, c'est que c'est une saison qui divise beaucoup. Les gens trouvent que c'est pas forcément une bonne saison, et c'est cette saison qui a marqué en France la fin, on pourrait dire, du phénomène Prison Break, de ce que ça a pu être. La saison 4 vraiment l'a tué, mais on en parlera après. On en reparlera quand on regardera la saison 4 ensemble, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Mais la saison 3, il faut le savoir, M6 avait fait un pari fou. Un pari complètement fou à l'époque, qui se faisait pas parce qu'aujourd'hui c'est hyper connu, de une série américaine. On va la diffuser très proche de la diffusion US, très proche. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils diffusaient un épisode par semaine. Donc, parce que aux États-Unis c'est comme ça qu'ils le diffusent. Donc pour pas rattraper le retard, enfin pour pas rattraper la diffusion américaine, pour qu'il y ait du temps, voilà, de la doubler, etc., avec la version française, et ben, il fallait un petit peu de temps, un petit décalage. Donc il y avait un petit décalage, mais il n'était pas énorme. C'est un peu cette première période où on commençait à avoir pas mal d'internet, même si moi je l'avais pas encore à ce moment-là, mais on commençait. Et pour beaucoup, en tout cas c'était très connu, et donc des gens commençaient à pouvoir obtenir des choses, des épisodes un petit peu de façon pas très légale. Donc M6 avait eu l'intelligence, selon moi, de se dire allez, on va l'attaquer tout de suite, et pour battre le fer tant qu'il est chaud, parce que comme il l'avait fait en saison 2, je vous avais expliqué la saison 1, le premier épisode de la saison 2 avait été diffusé le soir du final de la saison 1, et après on avait attendu quelques semaines pour avoir la suite, mais on avait déjà eu un petit avant-goût. Là on a eu un épisode par soir. Et je prenais un plaisir, vous n'imaginez pas, un plaisir fou à regarder mon petit épisode de Prison Break. Je crois que c'était le jeudi soir, si je ne me trompe pas, ou alors le mercredi, je ne sais plus, mais en tout cas c'était en plein milieu de la semaine, ça c'est certain, parce que j'avais école le lendemain, j'allais au collège, et c'était un plaisir de regarder son petit épisode de Prison Break, mais ça bousculait nos habitudes de consommation en France, parce qu'en France on est connu pour faire nos prime time, vous savez, qui dure à peu près 3 heures, avec 2 à 3 épisodes d'une série, avec parfois 2 inédits et une rediffusion, voire 3 inédits si la série marche pas terrible. Et sur la saison 1 de Prison Break, ils avaient en gros des fois mis 2 épisodes, des fois 3, pour jouer avec les interdictions moins de 12, moins de 16, je vous en avais parlé. Et là, en saison 2, ils avaient, eux par contre, on tournait à 2 épisodes par soir, tranquillement. Là, en saison 3, un épisode par soir, donc c'est pas très... C'est vrai qu'il y avait un côté, qu'est-ce que tu fais à partir de 10h, c'est-à-dire que tu vas te coucher. En France, on fonctionne pas trop comme ça. On aime bien avoir notre salve au moins de 2 épisodes, ça mène jusqu'à peu près 23h, et après c'est vraiment la deuxième partie de soirée avec des rediffs, etc. Donc peut-être que le public français n'était pas prêt pour ça, alors qu'aujourd'hui ça nous paraît très connu qu'un épisode de Game of Thrones peut sortir une semaine, juste 50 minutes, et puis rien de plus. Et après vous vous débrouillez de ce que vous faites du reste de votre soirée, mais voilà. C'est pas comme ça en France. Voilà, aujourd'hui, les séries sont tellement diversifiées, puis il y a le binge-watching, honnêtement, tellement les gens peuvent regarder leurs séries de façon différente en France maintenant, que voilà, cette méthode de consommation donnée par la télé, et c'était un peu ces derniers moments où ça restait vraiment comme ça, allez, 2 épisodes par soir, là. Donc c'est pour moi une rupture déjà, dans l'histoire de la télévision, cette saison 3. Mais j'ai pas commencé à parler de la série maintenant. Alors, donc cette saison 3, Prison Break, raconte l'histoire, alors là c'est hyper facile à résumer. Michael se retrouve à la prison de Sona. Il se retrouve avec Mahone, qui s'est fait attraper à la fin de la saison 2. Il se retrouve avec T-Bag, qui s'est fait attraper à la fin de la saison 2. Il se retrouve avec Bellic, qui s'est fait attraper en fin de saison 2. Il se retrouve avec aussi d'autres prisonniers qui sont dans cette prison. Et cette prison, elle a un cas particulier, c'est qu'il n'y a pas de gardien à l'intérieur. Il n'y a personne pour s'en occuper, il n'y a pas de directeur, rien du tout. En fait, les prisonniers se sont révoltés il y a quelques années, et donc ils les ont laissés dans la prison. Ils ont mis du barbelé partout autour, et ce qu'ils appellent un no man's land.
donc ce qui rappelle les airs de la guerre, les heures de la guerre, où si jamais vous traversez le No Man's Land, il y a des miradors qui vous tireront dessus, ils feront une sommation et après ils tirent. En gros, enfin une ou deux sommations et puis ils tirent. Et donc c'est une prison extrêmement rude où la loi c'est la loi du plus fort, la loi des prisonniers, qui c'est comme si Bagwell dirigeait la prison, en gros, même si là il n'y a pas de question de violeurs, etc. Mais tout de même, c'est voilà, les prisonniers ont pris le pouvoir. Donc ce qui fait que Michael, donc, quand il arrive dans cette prison, il est très très mal vu parce que c'est une méga star, parce que c'est le mec qui s'est évadé d'un pénitencier, qui a résisté à toutes les polices, qui est venu au Panama avec son frère. Donc il est déjà connu en fait. Parce qu'ils ont la télé, et donc ils connaissent déjà Michael. Et ça ne plaît pas au boss de la prison qui s'appelle Lechero. Et ça va être le début un peu de cette histoire, c'est-à-dire que Michael va se retrouver tout de suite pas très bien accueilli. On pourrait se croire que... D'ailleurs Bagwell lui fera une remarque à un moment, il lui dira « C'est vrai que t'as le chic pour te faire des amis ici ». Voilà. Parce que Bagwell, lui, par contre, va s'intégrer très très vite dans la prison. Bellic, lui, va pas du tout s'intégrer. Il va être considéré comme un pestiféré parce qu'il s'est accroché à son portefeuille, il va se retrouver à poil. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que Mahone, lui, par contre, personne va venir l'emmerder, mais parce qu'il est tellement drogué dans tous les sens, et il est tellement en situation de manque, que personne vient l'emmerder en fait. Donc on vient même pas lui demander son portefeuille ou quoi que ce soit, ça tout le monde s'en fout. Hein. ça n'intéresse personne, alors que c'est certainement le plus riche de tous, parce que Bellic est pas très très riche, et Michael il a plus un radis, puisqu'il a perdu le sac contenant les millions de Westmoreland, je vous en avais parlé lors de la review de la saison 2, la critique de la saison 2. Maintenant, ça c'est le concept de base, c'est-à-dire que c'est une prison voilà, extrêmement dangereuse, donc on va mettre plein de prisonniers en place, du SAMI, etc. etc. Je parlerai d'un autre prisonnier après. Et en fait le concept va faire que on va dire que c'est dans cet endroit où on met les pires criminels, on y reviendra. Et il y a un truc on dit que Michael va sortir, voilà. Premier épisode, c'est tout un épisode d'un cheminement pour que, en gros, il faut juste qu'il survive cet épisode-là, donc une journée dans la prison. Mais le parcours va être compliqué, on va le menacer de mort, on va le mettre en duel, un duel à mort dans la prison, etc. Donc il va se retrouver en grande difficulté, Michael. Et c'est la première fois où il n'y a rien qui peut le sauver, Michael. Rien ne peut sauver Michael Scofield. Parce qu'il n'y a pas de prisonnier, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien d'autre qui peut venir le sauver. Sauf Lincoln, mais Lincoln lui dit je pourrais venir te libérer que demain. Sauf que bon, fin d'épisode, on apprend que Michael doit rester en prison parce qu'il doit trouver quelqu'un et le faire évader. Parce qu'ils ont enlevé Sarah et LJ, et donc on découvre un petit peu plus le cartel, avec une nouvelle incarnation, après Monsieur Kim, après Kellerman, qui n'est plus là, eh bien on se retrouve avec Gretchen Morgan, la fabuleuse, l'extraordinaire, la magnifique, la sublime, je pourrais utiliser tellement de termes pour elle, la plus belle femme que j'ai jamais vue dans une série télé, qui s'appelle... Attention parce qu'il y a aussi de la concurrence dans The Unread ou The 100, hein, hashtag The 100. Mais à ce moment-là, en tout cas, pour moi, c'était la plus belle femme que j'avais jamais vue. Elle était sublime, incroyable, et pourtant, c'était une salope. J'adore ce personnage. Gretchen Morgan, c'est une révélation. C'est une révélation, Gretchen. On la connaît même pas. On sait pas qui c'est. Elle est incroyable. Quand il y a un moment, elle lâche un connard à Sucré. Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle est extraordinaire. Elle vole la vedette à tout le monde. Même à Lincoln. Hein. Pourtant Lincoln, c'est quand même Dominique Purcell. Hein. C'est pas quelqu'un. Hein. Enfin, c'est pas personne, je veux dire. Hein. Il a quand même une carrière derrière lui. Il a fait des gros rôles derrière lui et tout. Gretchen Morgan. Tu vois Gretchen Morgan. Peut-être parce que je suis amoureux aussi. Hein. Ça doit jouer. Ça doit jouer. Mais Gretchen, qu'est-ce qu'elle est sublime. Qu'est-ce qu'elle joue bien. Elle joue les salopes d'une manière. Vraiment, bravo. Bravo, bravo. Et merci. Merci d'avoir inventé ce personnage. Et en fait, donc, il faut libérer un prisonnier qui s'appelle James Whistler. Et alors, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous l'ai dit, moi, la saison 3, je vais commencer par un point. Je l'aime bien, moi. Je sais que vous l'aimez pas, mais moi, je l'aime bien. Donc déjà, je vais me mettre tout le monde à dos. Mais on va commencer par le point négatif. Ouais, parce qu'on va commencer par le négatif, parce qu'il faut absolument qu'on en parle. Whistler. Alors, si vous m'avez entendu en saison 1 et saison 2, et même là, avec le début de ce que je viens de vous dire en saison 3, j'ai jamais vu un mauvais personnage dans Prison Break. Ça n'existe pas, ils sont tous bien. Disjoncté, génial. Mahone, génial. Kellerman, génial. Sarah, génial. Enfin, tous les personnages qui sont intéressants par rapport à l'histoire, qui est à l'intrigue, l'acrobate, qui vous voulez, ils sont tous géniaux. Il y en a un. Ah, il y en a un qui est raté, hein. Non, mais il y en a un, fallait que ça arrive. Mais, Whistler.
Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Alors, Whistler, c'est je me suis battu avec le fils du maire, donc j'ai provoqué sa mort, donc je me suis retrouvé à Sona, tout le monde veut me tuer, donc il y a le cartel qui veut me faire échapper, mais on sait pas pourquoi, et puis moi j'ai rien fait, je suis qu'un pêcheur, oui mais un pêcheur qui reçoit le cartel chez lui, qui connaît le nom de Gretchen, oui c'est ça mon œil, qui a un livre avec écrit des trucs dessus, il te dit oui c'est parce que j'ai pêché des poissons et que j'ai amené des mecs, machin, qui croit à un truc pareil? Mais qui croit à une histoire pareille? Mais genre une histoire avec le cartel qui aurait amené des gens pêcher à un endroit, machin. Vous y croyez à un truc pareil? Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Et puis, plus l'histoire avance, plus tu te rends compte qu'il n'y a rien qui tient debout, parce que il te ment sur ce qu'il fait, que en réalité il est pas pêcheur, que il a des éléments du cartel, qu'il a une valise, qu'il a un appartement secret. Enfin, il y a rien qui tient avec ce personnage. Il y a rien qui tient debout. Il y a rien qui tient debout. Donc, j'ai jamais compris ce que la production de la reste de la série voulait qu'on ressente pour ce personnage. Parce qu'il est très clair dans la série d'habitude de ce qu'on veut vous faire ressentir. Bellic c'était un connard. Même si après, en saison 2, ça a changé. Mais c'était un connard, Bellic. C'était un connard. Voilà. Ça, c'est la vérité. D'accord? C'était un connard. Mahone, c'était un peu mi-figue mi-raisin, mais c'est parce que c'est un personnage extrêmement complexe et très intéressant. L'acrobate, il est censé être adoré. Le disjoncté, bah lui, il est censé être considéré comme un fou, etc. Mais en même temps, il est attachant, il est intéressant, etc., etc. Tous les personnages sont très bien identifiés dans ce qu'ils doivent te transmettre. Lui, et puis en plus, il va passer son temps à dire « je ne peux rien dire ». Alors ok, c'est très sympathique. Je veux bien. Mais le fait de pouvoir rien dire, eh ben ça devient nul. Par exemple, y a Tig qui va apparaître dans la série, qui est un nouveau prisonnier dans la prison, et qui dit « je connais Whistler, je connais ce mec-là ». Bon, très bien, t'es le premier à connaître Whistler de sa vie d'avant, très bien. Bon, il va finir zigouillé dans l'épisode suivant, ou l'épisode juste après. Et donc justement, tout l'épisode va passer à on va essayer de chercher qui l'a tué. Bon, je fais partie des gens qui estiment que c'est Whistler qui l'a tué. Jamais Mahone n'aurait tué ce mec-là, alors que ça sert absolument à rien. Et jamais il ne l'aurait tué, et jamais, alors que Mahone c'est quand même l'un des hommes les plus intelligents qui existent, et même s'il est drogué, même si machin, non, il est quand même extrêmement intelligent, et il peut pas avoir autant perdu, c'est pas possible. Et il cacherait son couteau sous son lit. Non mais attendez, c'est pas à moi. Pas à moi, désolé. Non, j'y crois pas une seule seconde. Donc pour moi, c'est Whistler qui l'a buté. Mais pourquoi? Alors, on reprend les éléments qu'il a donnés. Alors, il dit qu'il a travaillé à l'ambassadeur à Nice. Alors, léger spoiler sur la saison 4 pour ceux qui... Mais c'est juste pour pas que vous vous attendiez à rien. Ça servira à que dalle. Mais à que dalle. Rien. Walou. C'est-à-dire que le mec, il est censé avoir balancé des trucs hyper secrets, hyper machin. Ça sert à que dalle. Ça vous a servi à quoi? Il travaille à l'ambassadeur à Nice. Parce qu'en saison 4, on fera plus jamais allusion à ça. Hein. Mais plus jamais. Mais jamais de la vie. Et Whistler, ça sera une immense déception en saison 4, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous attendez à rien. Vous attendez à rien. C'est... Quel personnage de merde, quoi. Et alors, en plus, son histoire à 2 balles avec Sophia. Oui, mais moi, je l'aime, mais je te mens bien comme il faut. Mais je t'aime vraiment. Mais je te cache plein de trucs, j'ai un appartement, j'ai fait venir des filles, des machins. Putain, mais ton histoire, elle tient pas à la route, arrête. Tu t'enfonces toutes les 5 minutes. Le truc avec les coordonnées, je vais te découper les coordonnées, machin. Oh là là. Oh, mais cette histoire coordonnée, ils nous ont saoulés avec. Et jamais personne ne croit que c'est des coordonnées. Mais jamais personne. Et d'ailleurs, donc la révélation de fin de saison 3, c'est « Mais il n'y a jamais eu de coordonnées, mais tu m'étonnes, son histoire, elle tient pas la route depuis le début. Depuis les 2 premiers épisodes, il n'y a rien qui tient debout. » Mahone, par exemple, il y a un moment, on voit qu'il écrit dans son carnet le prénom de Mahone, point d'interrogation, et puis il brûle la feuille parce que Mahone est sorti de prison. Donc ça prouve que, alors d'ailleurs question, bon, il brûle une page de son livre, alors que son livre est extrêmement important pour la suite. Comment ça se fait qu'il puisse brûler des pages comme ça, hein? Je pose la question, voilà, je dis rien de plus. Vous verrez en saison 4, mais je comprends pas, hein, ça m'explique pas pourquoi il a brûlé une page, ça me gêne, qu'il y ait des pages qui ne servent pas, hein. Non, c'est pas possible, enfin, bref, bon, peu importe. Et c'est de la merde.
C'est juste, ce personnage est nul. Parce que qu'est-ce que ça va être ces autres histoires? Bon, bah voilà, c'est lui qu'il faut faire évader, donc bah, il va se mettre avec Michael. Mais il n'y a rien à raconter sur ce personnage. Il est creux, il n'y a rien. Mais pourquoi il n'y a rien? C'est pas parce que le personnage n'est pas intéressant, mal écrit ou je ne sais quoi. Non, c'est juste que le personnage est nul. Car il ne peut rien dire, il peut rien dire sur sa relation avec le cartel, il peut rien dire sur son histoire, il peut rien dire sur sa relation avec Gretchen. Et en fait, ce qui manque, mais cruellement pour le téléspectateur, mais on a eu que 13 épisodes, donc on n'en a pas eu 22, même si j'ai entendu la vidéo de Didi Chandoui qui disait que la deuxième partie aurait été la saison 4, moi je suis pas d'accord, je pense qu'ils auraient étiré la saison 3, parce que je pense qu'on n'a pas du tout vu tout le potentiel qu'il pouvait y avoir à Sona, et que je pense qu'ils auraient rajouté d'autres choses. Peut-être que la cavale aurait été plus longue, par exemple, ça c'est tout à fait possible, et que peut-être qu'on aurait récupéré certaines choses, enfin bref, on en parlera. Mais là, il aurait fallu déjà faire un épisode flashback, obligatoire, comme ils avaient fait en saison 1, où tu vas voir ce qu'étaient les prisonniers avant. J'aurais adoré avoir l'origin story de Lechero, j'aurais adoré avoir l'origin story, surtout, purée, de McGrady. Parce que McGrady, alors lui, je vais me le farcir, parce que alors lui c'est un problème. Et Whistler, mais au moins, par exemple, le truc avec le bar, le fils du maire, machin, pourquoi on l'a pas tout ça? Bordel, il y a au moins 3 personnages, plus Sammy, allez je vous compte Sammy, ça fait au moins 4 personnages à nous raconter ses origines, plus, ils auraient très bien pu faire avec Mahone, s'ils voulaient, où on raconte ses origines, ce truc avec Shales, etc. J'en sais rien. Ça manque cruellement. Whistler, c'est un personnage, et jamais j'ai réussi à m'y attacher. J'ai jamais réussi à penser quoi que ce soit. Pour moi, il a juste menti tout le long, et il est relou ce personnage. Il est relou. Bon, maintenant je passe à McGrady, parce que McGrady c'est un autre problème. McGrady, je trouve que c'est un super personnage. C'est une variante de l'acrobate, mais dans une variation où il n'est pas victime totale de tout le monde, où c'est juste le mec sympa, et le mec sympa qui faut faire sortir de prison. Mais par contre, énorme incohérence! Putain! Parce que le premier épisode de la saison, quand Lincoln va voir l'avocat qui est censé sortir Michael de prison, qui ne va pas avoir lieu, mais je sais, mais tout à fait, il dit « Ce sont les pires qu'on met là-bas. C'est les pires qu'on met là-bas. Toutes ceux dont les autres prisons ne veulent pas. » Il a fait quoi, McGrady? McGrady? Le mec sympa, là, McGrady? McGrady, là, le joueur de basket? Qui est super gentil? Il a fait quoi, McGrady? Il a fait quoi, McGrady, pour se retrouver en prison? Il a fait quoi? Alors d'ailleurs, on n'aura jamais la réponse dans la série. Il faudra regarder une web série sur internet avec des tout bouts d'épisodes qui ont été mis dans les bonus DVD, que j'ai eu beaucoup plus tard parce que j'ai enfin eu les DVD, mais à la base ça y était pas. Et donc je ne savais pas. Mais McGrady, pour information, il a pas fait des trucs trop graves. Hein. De mémoire, je crois qu'il a volé une voiture, je crois. Je crois. Un truc comme ça. Pour avoir volé une bagnole, vous vous retrouvez en prison à Sona? Vous êtes sérieux les mecs? Vous êtes sérieux? Il va se retrouver en prison à Sona. En plus, on a l'impression qu'il dit, alors ça c'est fou, il dit je rentrerai jamais à la maison. C'est-à-dire qu'il aurait pris perpète pour ça. Il y a des politiciens qui détournent des millions d'euros, ils prennent même pas 3 ans. Lui, il a volé une bagnole et il se retrouverait en prison à vie. C'est quoi ce système quoi ce système pénitentiaire? C'est pas possible. Non, mais il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas avec ce personnage. En plus, il dit à son père quand il vient le voir, il lui dit non, mais je pourrais pas revenir à la maison. Faut que t'oublies. Je vais pas rentrer. Tu vas jamais rentrer. Tu vas rester en prison. Alors que les autres, il y en a certains, ils ont tué des personnes, ils ont tué plein de gens, etc. Bagwell, alors là, lui, la liste est très longue. Comment il s'appelle? Sammy, on peut supposer que ça doit être sévère aussi. Et voilà, Lechero, grand parrain de la drogue, de la mafia, de tout ce que vous voulez. Bah lui, forcément, machin. Ok, lui, il a pris 7 fois perpète. Il le dit même d'ailleurs, ou 3 fois perpète, je sais plus. Il dit, moi, je sortirai jamais de là. Hein, ça c'est sûr et certain. Même si j'avais le meilleur avocat de toute la planète Terre, jamais je sors. Donc peu importe, Whistler, pour moi, n'a pas de valeur. Hein, parce qu'il n'y a pas un seul avocat sur cette planète qui me fera sortir de cette tôle. C'est impossible. Mais McGrady... Donc McGrady, donc d'ailleurs, bah, il va s'intégrer au projet d'évasion, mais parce que t'as l'impression qu'il sortira jamais de cette tôle. Mais McGrady, quoi. Le mec hyper sympa, il serait condamné à perpète. Non, faut pas déconner. Oh, pas à moi, hein. Faites-moi pas un truc pareil. Hein. Bon, ensuite, on va rentrer dans... Donc bon, comme je vous l'ai dit, l'objectif de la saison, c'est de faire sortir James Whistler. Alors, il y a un autre problème dans cette saison, mais qui n'est pas un vrai problème, c'est surtout que la première évasion est pas spectaculaire. Ça se joue sur un reflet de soleil et un nuage. C'est vrai que ça fait quand même moins stylé
que la première évasion, où là, il faut passer par le quartier psy, ou même le truc où il faut avoir creusé un trou, machin. Là, honnêtement, ça se joue sur des détails, sur du bricolage. C'est vrai que c'est moins stylé. Faut en reconnaître, c'est moins stylé. Mais ça reste tout à fait acceptable. Et je comprends pas que les gens soient aussi déçus. Surtout que moi, j'adore la deuxième, c'est-à-dire l'évasion, parce que ça s'y va rater. On s'y attendait, hein, parce que bon, on s'y attendait. La deuxième va réussir. Et la deuxième, par contre, elle est extraordinaire. La deuxième, où il faut passer sous les bagnoles, où où il fait une évasion en 2 temps et tout, elle est top. Moi, je l'adore. Je la trouve exceptionnelle. Je trouve qu'elle marque bien et tout. Enfin, elle est vraiment exceptionnelle. Et pour moi, en tout cas, c'est une super évasion. Elle est à la hauteur de mes attentes. Même la cavale derrière, le fait de partir avec le bateau et tout. Enfin, elle est super. Mais voilà. La première est peut-être pas à la hauteur. Bon, maintenant on va rentrer dans l'autre problème, parce qu'il y en a pas mal des problèmes, hein, il y en a pas mal. La mort de Sarah. Alors, je vais citer, je sais pas qui c'est qui avait dit ça, mais je vais le citer. Il ne faut jamais donner aux téléspectateurs ce qu'ils veulent, il faut donner ce dont ils ont besoin. Je répète, il ne faut pas donner aux téléspectateurs ce qu'ils veulent, il faut donner ce dont ils ont besoin. Si Prison Break avait décidé, avait indiqué, pensait que c'était pertinent pour l'histoire, que Sarah Tancredi meure, elle devait mourir. Elle devait mourir. Ce n'est pas négociable. Il y a eu un énorme tollé aux États-Unis. Ils ont demandé qu'elle revive. Putain, j'ai envie de les frapper ces gens. Ils ont demandé qu'elle revive, donc elle va revivre. Putain, pourquoi ? Pourquoi ? Assumer. C'est clair ? Je peux pas vous le faire mieux comme ça. Il faut assumer ses choix. Il faut assumer. Si vous aviez décidé que Sarah Tancredi, elle servait plus à rien, qu'il fallait la tuer, tuez-la. Tuez-la. Sans hésitation. Mais ne changez pas d'avis en cours de route. Surtout qu'en saison 4, je trouve pas qu'elle sert à grand chose, on en reparlera à ce moment-là. On pouvait faire sans. Même si au final, sa présence va apporter pas mal de choses, mais on pouvait faire sans. On aurait eu quasiment la même histoire, à peu de choses près. À peu de choses près, on aurait eu la même histoire. Mais là, non. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le fait que il faut changer selon ce que les fans veulent. Non. Il faut faire ce dont les fans ont besoin. Et là, je suis désolé, si la prod pensait que Sarah Tancredi n'était plus un personnage intéressant pour l'intrigue, que l'histoire d'amour avec Michael c'était fini, que ça n'avait plus aucun intérêt, etc., eh ben fallait l'arrêter. Bon, ils ont fait un autre choix, c'est leur choix. Et ça a donné un peu cette impression, alors parce qu'elle s'était fait quand même trancher la tête quand même, mais ça a donné cette impression, alors ça a créé un énorme malaise en saison 4, c'est qu'à partir du moment où Sarah Tancredi était en vie, et ben on a beaucoup entendu le style de bah ça y est, la série c'est devenu n'importe quoi, maintenant les gens qui meurent ils peuvent revivre, machin. Et ça, le nombre de fois où je l'ai entendu. Et on sent que cette saison 3 elle a fait du mal, mais elle a fait du mal même aux purs fans qui aimaient cette série et qui ont été dégoûtés, pas que Sarah Tancredi meure, peu importe d'ailleurs qu'elle vive ou qu'elle meure, mais en tout cas qu'ils aient pris une décision et qu'ils aient changé cette décision. Ça ils ont pas du tout aimé. Ils ont pas du tout aimé. Et je pense que ça a abîmé l'image de Prison Break de façon extrêmement négative, malgré que pourtant c'est les fans qui l'ont demandé aux États-Unis. Hein. Mais honnêtement, en France, je sais que ça a eu des dégâts, ça a fait des dégâts terribles. Sinon, on peut parler des autres personnages. Mahone, il est exceptionnel dans la saison, c'est celui qui s'en sort le mieux. La façon dont il sort de la prison, ensuite il y a son procès où il se détruit complètement et il tombe, où vraiment où il se défend, j'adore. Son procès, quand il se défend avec Solin, c'est tout, il est génial. Quand il arrive comme ça, il fait « Est-ce que je peux rentrer maintenant ? Est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant ?» Alors qu'il a raconté n'importe quoi, il dit « Quelle est la première fois que vous avez été contacté par le cartel ?» Et là il répond, il dit je ne peux pas répondre. Parce que peut-être qu'ils sont là, en contact avec nous, sans qu'on puisse le savoir. Et c'est vrai que si tu connais pas tout le cartel, tout son fonctionnement et tout, cette phrase, t'as l'impression qu'elle fait pas sens. Alors qu'en réalité, ce qu'il te raconte, c'est pas si bête en réalité. Alors je vais juste dire un point, c'est que Mahone d'ailleurs, s'il s'était libéré de son addiction, aurait pas fait une telle déclaration, et ça serait mieux passé pour lui, mais bon, c'est comme ça, il valait mieux qu'il revienne en prison,
ça valait mieux pour lui. Mais Mahone s'en sortira très bien. Par exemple, le moment où il arrive là, où il chope Whistler dans les égouts et il le sort et il attrape Michael et il lui dit on est dans un endroit très étrange et dans cet endroit je veux en sortir le plus vite possible. Alors si jamais c'est lui, si jamais en le tuant je peux sortir d'ici, je serais prêt à le tuer. Je serais même prêt à tuer toi s'il fallait. Elle est géniale, cette scène justement où Michael va faire exploser les arrivées d'eau pour faire arriver l'eau dans la prison, elle est top. Un super épisode avec ce côté un peu révolte dans la prison et tout, génial. Bellic qui va récupérer des fringues alors qu'il passe tout le premier épisode à pas à bouffer. Il fait vraiment de la peine Bellic d'ailleurs parce que vraiment il passe pour une victime, on veut lui faire du mal, on veut le frapper, on veut le tuer. Il y a même un combat qui est organisé, son combat là quand il arrive avec de l'acétone comme ça pour se battre, qui est top. Moi, une de mes scènes que j'adore, c'est celle où Mahone, lors du premier combat entre Michael avec un prisonnier, Mahone voit qu'il y a une arme qui est utilisée, alors que les règles c'est sans arme, à main nue. Il attrape le bras du mec, tac, il le retourne, claque la nuque, bam, le mec tombe par terre. Et Mahone regarde Lechero et il dit « On avait dit sans arme ! Et vous aviez dit, si on n'avait pas de règles, on serait rien de plus que des animaux. » Quel charisme, Mahone! Oui, même drogué, il est charismatique. Ah, quel personnage. Ah, merci d'avoir créé un personnage pareil. Lui, on peut rien faire pour l'abîmer, je vous le dis tout de suite. Lui, par contre, en saison 4, il sera toujours aussi bien. C'est vraiment un personnage exceptionnel, Mahone. Mahone, je l'adore. Lincoln, lui, par contre, il va y avoir pas mal de problèmes sur Lincoln. C'est que Lincoln, bon, moi je trouve que c'est la saison qui va le rendre encore plus intéressant que ce qu'il était déjà, parce que c'est lui qui va s'occuper de l'évasion dehors, c'est lui qui va mener plein de choses, l'échange des cafés, la suite, l'enregistrement des bruits de feu, de coups de feu pour que on ne voit pas les balles, etc. Enfin bref, c'est super bien. Cependant, il y a un problème, une petite incohérence, mais qui sera utilisé pour après, donc je le garde pour après, c'est que Mahone en fin de saison 2 dit que Lincoln ne peut pas tuer. Bon, très bien, c'est un postulat, pourquoi pas. Sauf que Mahone, quand il dit ça, il dit juste, voilà, il n'a pas été capable de me tuer, je le savais, donc j'ai pu le désarmer, et moi par contre je suis un tueur. Et par contre, Lincoln, dans cette saison, va tuer de nombreuses fois, il va tuer des agents du cartel assez nombreux, parce qu'il va en tuer un par exemple qui menace Sofia à un moment, quand il y a LJ qui s'en va, capturé par Gretchen et tout, lors de la première évasion qu'il rate, il rentre il tue les mecs qui protègent LJ, puis il attrape Gretchen, il lui met son flingue sous la tête, sur la tête, et LJ, lui est menacé par quelqu'un, mais avant ça, Lincoln, lui, il a tiré sur tous les gens qu'il avait eu autour du van. Enfin, il hésite pas, Lincoln. Vraiment, il hésite pas. Il est vraiment... Donc, ce qui pose question, c'est... On n'arrêtait pas de dire que Lincoln, c'était pas un tueur, et en fait, il faut pas le pousser beaucoup pour qu'il puisse tuer, quoi. Donc, je trouve que ça pervertit le message de la série, mais on y reviendra peut-être dans une vidéo théorie à ce sujet, on reparlera de Lincoln. Mais ça sera après toutes les critiques que j'aurais pu faire. De ce côté-là, tout est rempli. Et donc, je vous l'avais dit, donc si vous m'avez suivi, la diffusion sur M6, il y avait un épisode par soir. Puis ça s'est arrêté au moment où Michael se fait sortir de la prison. Et on le met dans le four, le fameux, ce que j'ai trouvé ultra stylé. Et en fait, ça s'arrête juste à ce moment-là, où on lui dit juste peut-être que vous ne devriez pas être à Sona, monsieur Scofield. Et là, il le fait sortir. Scène ultra stylée. Et on avait attendu peut-être 3 ou 4 mois pour avoir la suite. C'est vrai que cette façon un peu hachée, et là, ils n'ont pas repris avec un épisode par soir, ils ont repris avec la version classique, c'est-à-dire, hop, 3 épisodes, et c'était réglé. Ce qui fait que ça a eu un peu un effet de, allez, on vous donne tout, on vous gave, et puis comme ça, vous nous foutez la paix, et puis ça sera comme ça. Un peu dommage, voilà, je crois qu'il y a même 3 et 2, je crois, je sais plus, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'était allé très très vite la fin de saison, et on avait eu rapidement la suite, enfin, en 2-3 soirées, c'était fini. Et c'était un peu dommage parce que ça avait cassé le rythme un peu, et puis ce long trou au milieu, les gens s'étaient un peu désintéressés. Comme je vous l'ai dit, l'évasion, vu qu'elle n'était pas si spectaculaire que ça avec le soleil, Sarah, enfin machin, il s'était passé plein de trucs, et je pense que ça a un peu déçu, alors que moi ça m'avait pas du tout déçu, mais je peux comprendre que ça déçoive. Mais celui qui va très très bien s'en sortir, au-delà de Mahone qui est extraordinaire, c'est T-Bag. Alors T-Bag, révélation une nouvelle fois, hein.
T-Bag, tu peux lui demander ce que tu veux, c'est toujours bon. Il est exceptionnel, il s'intègre dans le camp de Lechero, il veut essayer de faire tomber Sami, il fait tout un plan pour essayer d'atténuer le doute. Et puis en fait au début, alors moi je pensais, je vous le dis ça, c'est une théorie, c'est que je pensais qu'à l'époque, qu'il mentait. Que Sami, tu sais, vous savez, quand il vient voir Lechero et qu'il lui dit « J'ai entendu dans les couloirs, allez Lechero, c'est fini, y en a marre de Lechero, etc. » Et c'était les mecs autour de votre table et qui fait que Lechero le prend comme espion. Je pensais qu'il mentait uniquement pour se faire bien voir et essayer de... Mais en fait, peut-être qu'il a vraiment entendu ça. Puisque c'est ce qui va se produire par la suite, c'est-à-dire que Sami va faire un coup d'état, on pourrait dire. Et voilà, un peu... pas déçu, mais... je pense que ça aurait pu être mieux amené parce que je pense que s'il avait vraiment tout monté et que peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose d'hyper malin à essayer de faire en sorte que Sami se rebelle, j'en sais rien. Enfin voilà, je trouve que c'est dommage que ça soit vraiment vrai en fait et qu'il ait juste profité d'un truc qu'il a entendu et puis voilà, c'est un peu comme ça. Il y a l'histoire avec la prostituée qui est géniale aussi, où il arrive et qui lui dit mais vous êtes la reine des prostituées. Qu'est-ce que c'est la reine des prostituées quoi? C'est un compliment vraiment, T-Bag, t'es sûr de toi, tu le maintiens, c'est un compliment. Bref, et puis voilà, vraiment génial cette partie-là. Et puis, comme je l'ai dit, le seul truc qu'on souffre, c'est que vu que Whistler est pas très intéressant, malheureusement tout ce qui le concerne me passionne pas plus que ça. Et malheureusement, les épisodes vont s'enchaîner jusqu'à la fin, sans que son histoire à lui m'intéresse plus que ça. Par contre, l'histoire de Mahone est super, l'histoire de Michael, avec le fait que Sarah soit morte, le moment où Michael arrive et challenge ou défie Whistler en combat régulier et lui dit tout ça c'est de ta faute, c'est tout réfléchi, et comme ça il le jette et tout, que t'as Lechero qui apparaît juste derrière comme ça et qui fait... Ce combat est inévitable. Il est trop... Parce qu'en plus, tu te dis, mais comment c'est possible? Il va vraiment le tuer et tout. Enfin, c'était trop bien. En fait, on était tous en transe. On se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça, ce sentiment d'urgence dans Prison Break, je trouve qu'on l'a absolument pas perdu. Par exemple, le moment où ils espionnent les mecs qui sont sur les miradors et où il y a un petit éclat, un petit reflet, et que d'un coup ils se mettent à tirer sur sa fenêtre, et puis que le capitaine Hurtado a vu que quelqu'un était en train de le menacer avec une lunette de fusil. C'est ta cellule. C'est ta cellule et tout. C'était trop bien. Bref, c'était super. J'ai adoré. Moi, j'ai beaucoup aimé cette saison 3, malgré le problème de Whistler. C'est pas aussi bien que la 2, c'est encore moins bien que la 1, mais forcément la 1, rien ne peut l'égaler. C'est beaucoup moins bien que la 2. Et c'est un peu le constat de Prison Break, c'est-à-dire que ça a été de moins en moins bien, et on en parlera dans la saison 4. Cependant, en fait, c'est parce qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Mais par contre, venir dire que c'est une mauvaise saison de Prison Break, je comprends pas. Je comprends pas parce que, comme je vous l'ai dit depuis le début, le rythme est respecté, la musique est respectée, tout est bien, tout est bien. D'ailleurs, petit fun fact, dans le premier épisode où il rencontre Gretchen Morgan, il arrive dans un bar et la musique en fond, c'est l'instrumental de Faflarage, dans Pas le temps, qui est diffusé en fond sans les paroles de Faflarage. Pour preuve que ce que je dis, c'est que la VF a été acclamée, puisque ils ont même réutilisé la musique de Faflarage dans la série. Pour dire, c'est-à-dire que la VF est tellement appréciée par les producteurs américains qu'ils ont décidé de récupérer en tout cas l'instrumental de cette musique pour la mettre dans la série. Donc pour dire que cette VF a été absolument validée, c'est comme la VF des Simpsons, voilà. Il y a des VF comme ça qui ont été validées et je maintiens, la VF de Prison Break est excellente malgré ce que peuvent dire les gens VO. Je suis désolé, elle est très bonne la VO, attention, elle est très bonne, hein. Mais la VF, elle est excellentissime. Il faut le dire quand c'est vrai, il faut le dire quand c'est faux. Des fois il y a des VF de merde, mais là, la VF de Prison Break, c'est un chef-d'œuvre et ça va se confirmer dans cette saison. Elle est encore une fois très bonne, le générique est top, et puis comme toujours, la VF est toujours très bien réussie, et les voix des personnages sont très réussies. La voix de Lechero est très bonne, la voix de Sami est très bonne, la voix de McGrady est très bonne aussi, ils choisissent très très bien leur voix, et ça, bravo, parce que des VF de qualité, on n'en a pas toujours, mais là, ça fait partie de ces séries qui ont une VF de qualité qui va tenir la route du début à la fin. Voilà, la saison 3 de Prison Break va aller donc, va nous raconter donc la première évasion qui va échouer, et la deuxième, moi je la trouve vraiment super, parce que il y a les 3 derniers épisodes là, au moment de l'évasion,
Quand il y a le fameux 30 secondes où ils peuvent sortir, ensuite ils se font attraper, Lechero court, il se fait tirer dessus, on le ramène en prison, ensuite il y a les voitures qui se placent et tu comprends que Michael, à ce moment-là, au moment où ils avaient ouvert la porte et que ils étaient en train un peu de torturer tout le monde, il était en train de regarder les véhicules dehors pour voir comment ils étaient placés, tu te dis que c'est un génie. Casa de Papel, tout ce que vous voulez, non, Michael, c'est vraiment un génie ultime. Il arrive, il se met sous les bagnoles, il passe. Alors bon, facilité scénaristique, voilà, Whistler va faire tomber son livre, Bagwell va le récupérer, juste, il va tomber par terre devant le livre, il va le récupérer, coup de chance, j'ai envie de dire, hein, vraiment, des fois, hein, c'est pas malheureux, quoi, comme coup de chance. Et bon, c'est comme ça. Et arrive derrière, donc par exemple quand ils veulent le torturer là, avec la machine et que là il fait je veux juste entendre tes cris, il fait lui c'est tout, et que t'as ce pauvre Sucré qui a mis quasiment toute la nuit pour se débarrasser de l'autre qui t'a lui tenir la jambe et que là il se fait rattraper, mon ami comme ça, et t'as Sucré qui était prêt à partir, ça y est il avait la main sur la porte et tout, et quand il lui fait tu ne connais pas un certain Scofield, Fernando. Et puis et toute cette scène avec Sucré qui se fait enterrer vivant. Oh, comme elle est stylée. Où il le fout dedans, comme ça il lui fait allez, assis-toi dedans. Enfin, il lui dit en espagnol voilà, couche-toi. Et il dit et même si je le savais de toute façon. Et le moment où ils le sortent de terre. Et là il est complètement mort. Et là d'ailleurs il dit bien bon allez, jetez-le dehors quoi. Donc je sais pas trop s'ils disent déjà de le jeter en prison ou de le jeter en dehors, c'est-à-dire bon on n'en tirera rien et puis c'est tout. Je pense qu'il le jetait quand même dans la prison, mais bon. Et là, téléphone qui sonne. Et là, t'as le mec qui lui dit si c'est lui, essaye de savoir où il est. Et là, il l'appelle, il fait nickel. Bon, je suis désolé, il y a mon bus. Ah bah c'est tellement grisant et tout, c'est top. Et puis donc la suite de l'évasion, donc il part, ensuite il part dans la jungle, et ce moment. Là, j'étais plus en capacité de dire waouh. Là, il faut dire plus que waouh quoi. C'est le moment où t'as Mahone qui a la photo de son fils et qui dit à Lincoln est-ce que je peux la mettre dans le sac? Et t'as Lincoln qui lui répond va te faire foutre. Ah, c'est le plus beau va te faire foutre du monde. Ah, c'est le plus beau va te faire foutre du monde. Oh, parce que c'est vrai qu'il s'est pas passé beaucoup de temps. Pour nous, il s'est passé beaucoup de temps depuis la mort du père d'Aldo, etc., etc. Mais en vrai, il s'est passé 10 jours. Il s'est passé 10 jours. Enfin, pas 10 jours, dans 4 semaines. Ce qui s'est passé 4 semaines. Donc on va dire, en gros, il s'est passé 2 mois. Donc en 2 mois, Lincoln, il n'a pas fait son deuil. Hein. Donc quand il voit Mahone, il voit le mec qui a tué son père. Et là, il lui dit... D'ailleurs, il voulait l'abandonner sur la plage parce qu'il dit qu'il n'a pas assez de bonbonnes d'oxygène. Et... tu comprends que tout fait. Et donc là, il lui dit, il lui laisse pas mettre la photo dans le sac. Il part avec le sac. Enfin, il part avec la bonbonne. Michael, au final, s'arrange avec McGrady, qui d'ailleurs dit qu'il sait pas nager. Ça, c'était pas banal, ça aussi. Fallait le tenter, quoi. Et puis voilà, ils partent et tout, c'est top. D'ailleurs, le fait que McGrady ait été choisi pour l'évasion, donc comme je vous l'ai dit, pour moi, ça fait pas sens avec le fait le mec va rester tout le temps en prison toute sa vie pour ce qu'il a fait, je comprends pas. Mais bon, peu importe. Mais je trouve que c'est hyper bien comment ils ont amené le fait qu'il l'intègre dans l'évasion. Parce que Michael lui a dit non. Et c'est un risque quand même de lui dire non, parce qu'il aurait très bien pu dire McGrady, si jamais tu me dis non, je vais le dire à tout le monde. Des fois, vous pouvez avoir un plan comme ça, hein, c'est-à-dire c'est comme ça que s'occupe Bellic. Hein. Bellic il dit si jamais vous me prenez pas dans l'évasion, je raconte ça à tout le monde, quoi. Et puis Bagwell lui dit c'est bon, t'es dans le plan, quoi. C'est comme ça. C'est-à-dire que il est tellement gentil, McGrady. C'est pour ça que je me dis, mais vraiment, lui, c'est le mec, aucune autre prison n'en veut, quoi. N'importe quoi. Et il est tellement sympa. Et quand il va voir son père et qu'il lui dit, voilà, ça veut dire que peut-être, on m'avait dit que les Américains, ils étaient suffisants. Et que là, Michael lui explique pourquoi il veut pas le prendre, pourquoi il veut pas l'emmener, parce que ça a détruit la vie de certaines personnes, parce que l'acrobate est mort à cause de lui, parce qu'il y a plein de gens qui sont morts et qu'il a pas envie d'avoir sa mort sur la conscience. Et j'adore sa façon de le présenter en lui disant, c'est ton choix. C'est pas le mien. Et donc appelle ton père s'il veut savoir où est-ce qu'il viendra te chercher demain, parce que voilà, je veux bien te prendre, mais j'en prends pas la responsabilité. Je refuse d'en prendre la responsabilité. J'ai pris la responsabilité de faire sortir
plein de gens de Fox River. Et ça m'a détruit psychologiquement. J'ai fait sortir un violeur en série, j'ai fait sortir un assassin comme Jonah Bruzzi, j'ai fait sortir un fou comme le disjoncté, j'ai fait sortir David Apolsky, j'ai fait sortir plein de gens. Et pas tout le monde aurait dû sortir. Et à la base, j'aurais dû avoir un plan avec seulement 3-4 personnes. Et j'ai dû vivre avec ça. Et j'ai pas envie de vivre avec peut-être ta mort sur la conscience si tu te fais tuer dehors, quoi. Ou qu'il t'arrive pire. Et bon. Je trouve que c'est une très belle façon de le raconter et ça m'avait beaucoup, j'avais trouvé ça très beau. Bon bref, il va pouvoir partir, donc après McGrady, lui va pouvoir rejoindre sa famille avec un truc un peu en tension et tout, mais c'était très, très sympa. Et il y a la fameuse, il faut que l'arc avec LJ se règle, hein. Donc c'est Michael parce qu'il va se passer plein de problèmes, voilà, Whistler va s'évader, il connaît le numéro de Gretchen Parker, donc il l'appelle. Enfin, quand je te dis que cette histoire elle tient pas la route, elle tient jamais la route, hein. Vraiment, il y a rien qui tient debout de toute façon, hein. Je sais pas comment ils ont fait, comment Sophia a pu croire à un truc pareil. D'ailleurs, il y a Lincoln tout le début qui lui dit un truc, mais arrête pas de te raconter des bananes, ton petit ami, alors arrête de nous prendre la tête avec lui, c'est un mec du cartel, c'est tout. Enfin machin, enfin vraiment, et puis elle lui dit non, puis en plus il la drague avec la petite tour Eiffel comme ça, et qui lui dit si t'y emmènes pas, je le ferai. Ça, si t'es pas un dragueur du vendredi, mon petit Lincoln, celle-ci, quand il arrive comme ça avec le petit porte-clés, qu'après elle le regarde, et que là, il y a plus d'amour dans ses yeux, qu'il y a que de la suspicion, et qu'elle commence à fouiller ses affaires et tout, et que là, elle perd ce sentiment de crédibilité où elle dit ouais c'est bon, non mais c'est qu'un pêcheur, machin, voilà, c'est bien, Sophia, réveille-toi. Et là, Sophia se rend compte, et là, la Gretchen, quand elle dit balance juste, mais il n'y a pas de coordonnées. Et oui, il n'y a pas de coordonnées, je te rassure qu'il n'y a pas de coordonnées, il n'y a pas de coordonnées, il n'y a rien du tout. Donc il se barre. Mount, il tire dans la foule, Sophia se fait blesser. Bref, la fin de saison est assez sympa. Il y a peut-être que effectivement le passage au musée est peut-être un petit peu décevant pour certaines personnes, mais je trouve que ça fait le café. En tout cas, c'est pas aussi spectaculaire que l'évasion de Fox River, mais ça reste tout à fait bien. Il arrive à récupérer LJ et Sophia. Whistler, lui, il est obligé d'abandonner Sophia. C'est fini, c'est terminé, c'est abandonné. Gretchen emmène Whistler. Il a pas son livre. Question. Pourquoi Gretchen tient absolument à qu'il ait son livre? Puisque en saison 4, ce livre ne sert à que dalle. Ce livre ne sert à rien. Gretchen n'est absolument pas au courant de à quoi va servir le livre. Je vous dis pas pour ceux qui regardent mes reviews au moment où ils avancent. Mais ce livre a une importance quand même capitale, vous l'imaginez bien, hein, sinon ils n'auraient pas fait autant d'efforts. Mais en vrai, on comprend pas pourquoi Gretchen a autant besoin de ce livre, alors qu'en réalité, il n'y a pas de coordonnées, il n'y a rien de tout ça. Et surtout qu'à la saison 4, ça n'aura aucun intérêt. Quand je vous dis que tout ce qui a été raconté dans cette saison, ça sert à que dalle. Ça, autour de Whistler, ça ne sert à rien. Et vraiment, c'est nul. Voilà, c'est nul. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait un personnage comme ça. C'est complètement raté. N'importe quoi. Alors que pourtant, Lechero est extrêmement charismatique. Le moment où Bagwell le tue, mais moi, quand ce moment où il fait « Oh, le Théodore » entre crapules. Allez, fais ça vite. Et il fait « Si tu ne me résistes pas. Allez, adios. » Norman. Non, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Et quand il arrive et qu'il récupère l'argent de la prostituée, et qu'il arrive et qu'il fait je suis venu vous dire que je vais vous rendre votre argent. Et là, il rend l'argent, il jette l'argent et tout. Et après, il lance le Todos somos iguales. Quel moment iconique. Puis, c'est fini. Ils sont au Panama. Le cartel leur a foutu la paix. Ils ont libéré Whistler. C'est terminé. Nickel. Mais problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, j'ai envie de dire, c'est que Michael il en a pas fini. Ah non, il en a pas fini avec tout ça, et il veut se venger de la mort de Sarah. Et donc il part à la poursuite de Gretchen et de Whistler. Et la saison va se terminer là-dessus, et avec la séparation des deux frères, où Lincoln lui va rester au Panama avec Sophia et LJ. Et de l'autre côté, notre bon Michael, lui va partir tout seul à l'aventure et essayer de retrouver Gretchen. Et scène de fin où Mahone et Whistler discutent devant une voiture et il dit, au bar pardon, et s'il lui dit au fait tu sais ce qu'elle a fait, et si elle a fait ce que tu penses qu'elle a fait, il va vouloir la retrouver. Et une fois qu'il l'aura retrouvée, Sarah. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce qu'au final, s'il était arrivé avec bouillonnant de haine,
Alors que là, on s'attend très bien qu'en saison 4, eh ben, ça va vite retomber comme un soufflet parce qu'il va la retrouver vivante, ça on l'imagine bien, on imagine bien qu'il va la retrouver. Hein. C'est dommage, parce que si elle était vraiment morte, là, j'aurais bien aimé voir si Michael ne tue personne, quoi. Vous savez, le côté de se dire, est-ce qu'il aurait vraiment gardé son code de conduite? Bah ça, j'en suis pas certain, moi. Hein. J'en suis pas certain. Bref, c'est une saison qui est inégale, mais qui est vraiment super dans son ambiance, dans sa prison. Le fait que c'est une prison comme ça, qui est fermée, comme j'ai dit, les prisonniers à l'intérieur, la révolte avec Sammy, Lechero, il est top. Le moment où Lechero balance, vous allez vous échapper de cette prison, Monsieur Scofield. Et vous allez m'emmener avec vous. Et elle est stylée cette phrase, elle est vraiment stylée. Et puis il y a vraiment des choses bien. Et puis il y a des discussions hyper intéressantes. Bellic avec Mahone par exemple, où Bellic lui dit est-ce qu'il n'y aurait pas une petite place pour moi parce que je vais aller où moi je sais pas quoi, je suis pas un grand spécialiste de l'évasion. T-Bag qui lui parle avec Lechero. Et puis il y a que des discussions vraiment intéressantes. Et je trouve que la prison en elle-même, le fait qu'il y a un no man's land à traverser, qu'il y a une grille, que le grillage, il faut le faire brûler, que donc ils appellent Sucré, etc. Pour moi, c'est admirablement bien construit. Cependant, ça souffre que Whistler... non, Whistler, je peux pas. Moi, c'est trop... C'est pas un bon personnage, Whistler. C'est vraiment un mauvais personnage. Et je pense qu'ils ont fait un personnage, en fait, où c'était trop évident que c'était pas quelqu'un d'honnête. Ils auraient dû peut-être mieux le cacher, pas faire une histoire avec un truc avec un pêcheur, des coordonnées, tout ça. On n'y croyait pas du tout. On n'y croyait pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que le cartel irait faire, pêcher dans un coin. Enfin, honnêtement, je sais pas si vous y croyez, mais moi j'y croyais pas. Donc, je pense que ça là-dessus, c'est vraiment le gros échec. Mais au-delà de ça, vraiment, c'est du bon Prison Break, c'est du pur Prison Break. On retourne dans une prison. Cette prison n'est pas moins bonne que Fox River, elle est tout aussi bonne, elle est super. Mais voilà, c'est pas... C'est juste que tout ce qui concerne Whistler sera décevant. Donc forcément, vu que c'est un peu un tiers de la série, et ben forcément, il y a un petit sentiment de déception. Mais si on la prend dans son ensemble, avec tous les personnages qui ont eu lieu, le cartel, au fait qu'on apprend plus de choses sur le cartel, sur le général, sur plein de choses, je trouve que c'est une saison qui est très riche, très intéressante, et qui donne envie qu'on la suive, tout simplement. Et je regrette absolument pas, moi, de l'avoir regardée. Et je trouve que c'est pas une saison aussi mauvaise que ce que les gens disent. C'est juste une saison, effectivement, qui est moins bonne que la 2, qui est beaucoup moins bonne que la 1, mais qui reste une bonne saison. C'est pas une déception. Et on en reviendra en saison 4 pour savoir si je suis déçu ou pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé, elle doit être un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, mais surtout à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de cette saison 3, si vous faites partie des gens qui n'ont pas aimé, qui ont coupé les ponts avec cette série en se disant ouais c'est bon, ce qu'ils font c'est nul avec Sarah ou avec Whistler, ou si au contraire vous êtes comme moi et vous étiez encore hyper fan de la série et que ça ne vous a absolument pas attaqué là-dessus, bien au contraire. Moi en tout cas j'ai pris mon pied devant cette saison, j'ai pris un plaisir fou à la re-regarder et ça je regrette absolument pas. Voilà, si vous aimez la chaîne et que vous avez envie de la soutenir financièrement, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre et soutenir la chaîne financièrement tout simplement, et je vous en remercie de tout votre soutien. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!